Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission d'information quotidienne sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine s'impose à l'ONU et exhorte les États-Unis à revenir dans l'accord sur le nucléaire iranien. La première rame de métro utilisant les normes chinoises est sortie d'une chaîne de montage dans le centre de la Chine. La transition du Made in China se dirige vers une industrie plus intelligente. La Chine met en place un moratoire indépendant sur la pêche en haute mer à compter du 1er juillet. Le Congo et la Chine conviennent de restructurer la dette congolaise. Et on commence ce journal avec un sujet géopolitique. La Chine lève la voix à l'ONU et exhorte les États-Unis à revenir dans l'accord sur le nucléaire iranien. Les infos dans ce sujet. Gang Chuang, représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, a exhorté mercredi les États-Unis à revenir dans le cadre du plan d'action global commun, ou PAGC, communément appelé l'accord sur le nucléaire iranien. Il incombe aux États-Unis, qui en est l'initiateur, de prendre l'initiative de revenir au PAGC sans condition préalable, a déclaré M. Kang lors d'un briefing du Conseil de sécurité sur la non-prolifération concernant la mise en œuvre de la résolution 2231. L'Iran, sur cette base, devrait par la suite également revenir à une conformité totale. C'est la bonne façon de remettre l'accord sur le nucléaire iranien sur les rails et de parvenir à une désescalade de la situation dans la région, a-t-il ajouté. La résolution 2231 du Conseil de sécurité était une résolution du 20 juillet 2015 approuvant le PAGC. Elle définit un processus et un calendrier d'inspection tout en préparant la levée des sanctions des Nations Unies contre l'Iran. Les 15 pays du Conseil de sécurité ont approuvé à l'unanimité cette résolution qui avait été négociée par les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, plus l'Allemagne, l'Union européenne et l'Iran. Le PAGC est un résultat diplomatique obtenu grâce au travail acharné de toutes les parties engagées dans des consultations et des négociations et incarne la pratique réussie du multilatéralisme. C'est une garantie essentielle pour le régime international de non-prolifération nucléaire ainsi que pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient, a souligné le diplomate chinois. Les États-Unis, au mépris de l'opposition de la communauté internationale, ont obstinément effectué un retrait unilatéral de l'accord et ont continué à exercer une pression maximale sur l'Iran. C'est là la racine du dilemme actuel de la question nucléaire iranienne, a noté M. Kang. Les États-Unis avaient annoncé leur retrait du PAGC le 8 mai 2018. Ce retrait a entraîné une grave déficit de confiance entre les États-Unis et l'Iran. Cela entraîne considérablement la reprise des négociations sur la conformité entre les deux parties, a déploré M. Kang. Les États-Unis avaient annoncé leur retrait du PAGC le 8 mai 2018. Ce retrait a entraîné un grave déficit de confiance entre les États-Unis et l'Iran. Cela entrave considérablement la reprise des négociations sur la conformité entre les deux parties, a déploré M. Kang. Par crainte que les États-Unis ne se retirent à nouveau de l'accord, l'Iran a demandé à l'administration américaine actuelle de fournir une garantie qu'elle ne répétera pas le retrait unilatéral du PAGC, a souligné M. Kang. Cette demande est tout à fait compréhensible et mérite une réponse. Nous espérons que toutes les parties adopteront une attitude positive et feront preuve de sagesse politique pour trouver une solution. On continue avec une innovation technologique. La première rame de métro utilisant les normes chinoises est sortie d'une chaîne de montage dans le centre de la Chine et a été mise en service. Une entreprise chinoise a lancé le 28 juin la première rame de métro dotée de technologies et de normes chinoises à Zhengzhou, capitale de la province du Henan, dans le centre de la Chine, marquant une percée cruciale dans l'effort du pays pour l'établissement de normes et l'indépendance technologique dans le secteur ferroviaire. Selon un communiqué de CRRC envoyé au Global Times le même jour, le nouveau train a été produit par CRRC Corp avec des droits de propriété intellectuelle indépendants et un taux de normes chinoises de plus de 85%. Il circulera entre l'aéroport de Zhengzhou et Xuchang dans la province du Henan avec une vitesse de 120 km/h et un niveau d'automatisation de niveau 4. Selon l'Association internationale des transports publics, le niveau d'automatisation 4 fait référence à un système dans lequel les trains fonctionnent de manière entièrement automatique, sans aucun personnel d'exploitation à bord.
C'est également le premier train à sortir d'une chaîne de montage qui utilise une plateforme aux normes chinoises pour les rames de métro après 2 ans de recherche et développement. En juillet 2019, le CRRC, en collaboration avec l'Association chinoise des métros, des entreprises de métro et des instituts de recherche scientifique, a lancé une série de projets de développement et de tests de trains de métro aux normes chinoises. L'objectif était de réaliser des percées dans les technologies de base et de construire une plateforme de métro standardisée adaptée au marché national. Par rapport au métro traditionnel, tous les composants clés des rames de métro sous la plateforme sont développés et fabriqués indépendamment. Les pièces de véhicules de différentes lignes, modèles et fabricants sont interchangeables, ce qui peut considérablement raccourcir le cycle de développement et réduire les coûts de conception, de fabrication et de maintenance. Cette plateforme est capable de produire 2 types de trains avec des vitesses de 80 km/h et 120 km/h respectivement. Selon le CRRC, il existe une chaîne industrielle complète pour soutenir le développement de rames de métro utilisant des normes chinoises avec un groupe industriel de plus de 300 fournisseurs de pièces et de composants, 205 normes d'entreprise, 22 normes de groupe et 10 normes nationales. La transition du Made in China se dirige vers une industrie plus intelligente. Le secteur manufacturier se numérise à grands pas. Ces 30 dernières années, la Chine s'est développée à toute vitesse, passant d'un pays agricole pauvre et sous-développé à l'un des centres industriels mondiaux qui dispose de technologies de production atteignant un niveau avancé à l'échelle mondiale. En tant que composant essentiel de l'économie nationale, la capacité manufacturière et le niveau de technologie reflètent la puissance nationale globale d'un pays. Après des années de développement, le système industriel de la Chine s'est progressivement amélioré avec toutes les catégories industrielles désignées par la classification industrielle des Nations Unies, devenant le pays doté de la chaîne industrielle la plus complète du monde. De 2012 à 2020, la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière de la Chine est passée de 16 980 milliards de yuan à 25 590 milliards de yuan, maintenant sa position de première puissance manufacturière mondiale pendant 11 années consécutives. À l'heure actuelle en Chine, la quantité de production de plus de 200 types de produits se classe au premier rang mondial, constituant une capacité de production à grande échelle et technologiquement avancée dans de nombreuses industries. La production de matières premières énergétiques a pris de l'ampleur, consolidant les bases du développement de l'économie nationale. En 2020, la production de ciment, d'acier et d'éthylène atteindra 2,38 milliards de tonnes, 1,32 milliard de tonnes et 21,6 millions de tonnes respectivement. L'offre de produits de consommation est abondante, enrichissant la vie quotidienne des gens. La production des produits textiles, des meubles, des machines à laver était respectivement de 26,618 millions de tonnes, 910 millions et 80,419 millions par an. La production d'équipements a également augmenté, ce qui a fortement contribué à faire de la Chine une puissance manufacturière. La production de pelles hydrauliques, de téléviseurs couleurs et de circuits intégrés a atteint respectivement 401 000, 200 millions et 261,26 milliards par an. Depuis le 18e congrès national du Parti communiste chinois, la capacité d'innovation manufacturière de la Chine s'est considérablement améliorée. L'alunissage de Chang'e, le premier décollage du C-919, la mise en service du système de navigation par satellite Baidu et le succès de la mission robotique Tianwen-1 représentent un niveau technique des équipements aérospatiaux plus élevé. L'exploration maritime par le submersible Haidu 1, la plateforme de forage chinoise Baleine Bleue 1, l'exploration des 2 brise-glaces chinois dans l'Antarctique représentent le développement rapide des équipements d'ingénierie en eau profonde et la construction des navires de haute technologie. L'équipement nucléaire de 3e génération est classé au premier rang mondial. La densité énergétique des cellules de batterie LFP produites par la Chine a été considérablement améliorée. L'écart du niveau de production de l'unité centrale de traitement avec les pays étrangers s'est réduit. La ligne de production d'écrans à cristaux liquides de 11e génération a été mise en place. Le nombre de brevets dans des domaines importants de l'intelligence artificielle, tels que la reconnaissance vocale d'images et faciale, se glace également au premier du monde. Les statistiques du ministère montrent que le taux de numérisation des équipements de production, le taux de contrôle numérique dans des processus clés et le taux de connexion des équipements numériques sont passés de 42,9%, 45,4% et 37,3% en 2015 à 49,9%, 52,1% et 43,5% en 2020 respectivement.
À l'heure actuelle, la Chine œuvre pour se concentrer sur l'industrie manufacturière intelligente, promouvoir l'intégration profonde d'une nouvelle génération de technologies de l'information dans le secteur, tout en accélérant le processus de transformation numérique. Le Made in China accélère sa transition vers une industrie plus intelligente. Suivant son programme de protection de l'environnement et les souhaits de l'ONU, la Chine met en place un moratoire indépendant sur la pêche en haute mer à compter du 1er juillet. Selon des informations récentes du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, la Chine a officiellement mis en œuvre des mesures pour suspendre la pêche en haute mer dans certaines parties de l'Atlantique Sud-Ouest et le Pacifique Est à partir de cette année du 1er juillet au 30 septembre et du 1er septembre au 30 novembre respectivement dans les zones maritimes concernées. Pendant le moratoire volontaire sur la pêche, tous les bateaux de pêche au calmar chinois devront arrêter leurs opérations de pêche afin de protéger les ressources de calmar en haute mer. Selon des experts de l'Association chinoise des pêches océaniques, de l'Université océanique de Shanghai et d'autres organisations pour analyser et démontrer les effets des moratoires sur la pêche en 2020, en haute mer de l'Atlantique Sud-Ouest et du Pacifique Est, en comparaison avec la même période dernière, la production cumulée de calmar de janvier à avril 2021 a augmenté. L'état de leurs ressources a été amélioré, de sorte que l'effet du moratoire sur la pêche est apparu dans la première phase. Début juin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait appelé à des efforts pour protéger les océans. La deuxième évaluation mondiale des océans a confirmé que nombre des avantages que les océans procurent à l'humanité sont compromis par les actions humaines, a-t-il estimé, dans un message prononcé à l'occasion de la Journée mondiale des océans, le 8 juin. Nos mers sont étouffées par les déchets plastiques que l'on retrouve des atolls les plus reculés aux fosses océaniques les plus profondes. La surpêche entraîne une perte annuelle de près de 90 milliards de dollars en bénéfices nets. Cette année, le thème de la journée « L'océan, vie et moyens d'existence » soulignait l'importance des océans pour la vie culturelle et la survie économique des communautés du monde entier. Plus de 3 milliards de personnes dépendent des océans pour leur subsistance, dont la grande majorité vivent dans les pays en développement, a insisté M. Guterres. Alors que nous nous efforçons de nous remettre du Covid-19, mettons fin à notre guerre contre la nature. Cela sera essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable, maintenir à portée de main l'objectif de 1,5 degré de l'accord de Paris et garantir la santé de nos océans pour les générations actuelles et futures, a-t-il ajouté. Un point sur les relations de la Chine avec l'Afrique. Le Congo et la Chine conviennent de restructurer la dette congolaise. Lundi, les présidents congolais Denis Sassou Nguesso et chinois Xi Jinping ont convenu lors d'un entretien téléphonique de restructurer la dette congolaise envers Pékin, ce qui empêche ce pays d'Afrique centrale de reprendre des négociations avec le Fonds monétaire international. La question de la dette a été évoquée par les deux présidents et le président Sassou Nguesso a posé le problème à son père en lui faisant une proposition d'une deuxième restructuration, a déclaré à la presse Rigobert Roger Andeli, ministre congolais des Finances. Le président Xi Jinping a approuvé la demande. Cette restructuration se fait pour permettre au pays d'avoir un peu plus de ressources pour faire face à ses propres besoins internes et de lever cet obstacle aux bonnes relations avec le FMI, a expliqué M. Andeli. Les experts chinois et congolais sont chargés de pouvoir en fixer les modalités et les conditions. Xi Jinping a assuré que la Chine encouragerait ses entreprises à investir davantage au Congo, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, a précisé l'agence Xinhua. En 2019, la Chine avait déjà restructuré la dette du Congo, ce qui avait permis au pays de conclure un programme axé sur la facilité élargie de crédit avec le FMI. Mais depuis lors, la dette congolaise évaluée à 110% du produit intérieur brut par le FMI est jugée insoutenable, la norme communautaire en Afrique centrale étant de 70% du PIB, a expliqué lundi à l'Assemblée nationale le Premier ministre congolais Anatole Koliné-Makosso. Le FMI a ainsi suspendu son appui au pays. Le pays est doublement frappé par la crise économique et sanitaire due à la baisse des prix du pétrole et la propagation du Covid-19. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.